Ok, je vais accepter. Hop, yes. Ah oui, cool. On va attendre l'écran. C'est bon, vous voyez mon écran? Ouais, parfait. Pourquoi? Je vais couper mon micro, comme ça, pas d'interférence. Okay. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir à tous. J'ai l'honneur de vous entretenir cette nuit sur la scoliose chez l'enfant et chez l'adolescent. D'entrée de jeu, il nous a plu de commencer par cette diapositive, laquelle vous voyez une radiographie. Donc, c'est une dame de 36 ans, 36 ans particulière, et mère de 3 enfants, femme de ménage, qui fait ce travail depuis 7 ans. Elle est venue à consultation pour des dorsalgies chroniques, mais elle n'avait pas elle avait une symptomatologie non systématisée. Voilà. Donc, nous l'avons envoyé, bon, on l'a examiné, on l'a envoyé faire une radiographie de tout le rachis. Donc, elle a ramené ce résultat que je vous montre là. Une scoliose dorso-lombaire avec la convexité dorsale gauche qui est de 22,7 degrés et la convexité dorsale droite, la convexité lombaire droite de 21,94 degrés. J'ai voulu passer par ici et la suite nous donnera raison. Voici le plan que nous allons suivre. Après la généralité, rappel anatomique, examen physique, neurologique, nous allons parler des examens complémentaires, diagnostiques, la prise en charge et on va conclure. Donc, en général, il faut comprendre que nous portons très peu d'attention au dos de l'enfant. Lorsque nous recevons les enfants en consultation, nous, cliniciens, nous ne portons pas assez d'attention au dos de l'enfant. Ce qui fait que la scoliose est devenue une pathologie à découverte fortuite. Fortuite sur des clichés radiologiques qui sont demandés pour autre chose. C'est une douleur de dos ou toute autre chose. On voit qu'il y a vraiment une déformation, on voit qu'il y a une scoliose. Alors que un dépistage clinique précoce de cette pathologie est primordial. Pourquoi? Parce que cela va permettre d'orienter l'enfant vers un traitement adéquat. Et aussi dépister la scoliose est purement clinique. On n'a pas besoin de 1000 choses pour faire un dépistage de la scoliose. C'est purement clinique. L'enfant vient, on examine et on saura s'il y a une scoliose ou pas. Le reste, c'est juste pour confirmer qu'on fait les autres bilans. Donc, ce qui fait que pour tous les enfants de 9-10 ans sont concernés par cette scoliose de l'enfant et de l'adolescent dont nous parlons, à partir de 9-10 ans, nous devons systématiquement essayer de contrôler leur dos. Et ceci consiste à examiner l'enfant en antéflexion. On met l'enfant en antéflexion et on l'examine, l'enfant debout en antéflexion, cherchant une courbure, une voussure ou une gibbosité. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire en général. Par définition, nous pouvons dire que la scoliose est une déformation du rachis dans les 3 plans de l'espace avec une inflexion, translation, rotation et qui est non réductible et qui peut être idiopathique ou secondaire à une affection. Voilà comment on peut définir cette pathologie. La définition, nous allons rappeler un peu l'anatomie. Il n'y a pas grand-chose à rappeler ici. Bon, nous savons très bien, le rachis, il y a la charnière crânio-cervicale. Après, ça va suivre la courbure cervicale, suivie de la charnière cervico-thoracique. Après, nous aurons la courbure thoracique. Et puis vient la charnière thoraco-lombaire. Et ensuite vient la courbure lombaire ou la lordose lombaire. Et bon, bien sûr, avec
sa suite de la charnière, Gombo et Sacré que voici en bas ici. Concernant l'examen physique, très souvent, ce sont des enfants qui nous sont envoyés par les parents qui remarquent une courbure au niveau du rachis chez l'enfant. Donc, les parents, ils envoient l'enfant, soit l'enfant est envoyé par les parents, ou c'est le médecin traitant qui l'envoie, ou c'est le médecin de l'école où l'enfant fréquente et qui envoie l'enfant, ils ont remarqué une courbure. Alors, l'enfant vient, qu'est-ce que nous faisons au niveau des examens physiques? Il faut que nous arrivions à confirmer l'existence d'une scoliose. De là, d'entrée de jeu, j'aimerais qu'on fasse une différence entre une attitude scoliotique et une scoliose. Alors, c'est très simple. L'enfant est venu, vous l'avez dévêtu, vous avez examiné son dos debout. Disons qu'il y a une courbure au niveau du dos. Pour différencier que cette courbure, c'est une scoliose, non, c'est une attitude scoliotique, c'est très simple. Il faut juste le réexaminer, l'examiner en antéflexion, comme le montre l'image qui est à côté. Lorsque vous le mettez en antéflexion et que cette torsion disparaît, alors c'est juste une attitude scoliotique. Mais lorsque l'enfant est mis en antéflexion et malgré cela, il y a une persistance de la torsion, vous concluez que ça, c'est une scoliose. Et concernant toujours l'examen physique, lorsque vous concluez à cette scoliose, bien sûr, il faut passer à recueillir des données, donc les données démographiques, les données morphologiques, et préciser aussi, chiffrer la déformation que vous avez. Il faut s'assurer du caractère idiopathique de la déformation en recherchant des éléments permettant d'apprécier le caractère évolutif aussi et évaluer le retentissement psychologique et social, familial, avant d'envisager un traitement chez cet enfant. Tout ceci, nous allons passer ça au peigne fin tout de suite. Donc, concernant les données démographiques, c'est connu, l'âge, sexe, le poids, mais une précision importante ici, la taille est prise debout et aussi, il faut prendre la taille en position assise du tronc de l'enfant. Il faut s'intéresser, enregistrer l'activité sportive pratiquée par l'enfant. Il faut enregistrer les antécédents familiaux. Est-ce qu'il y a sclérose dans la famille? S'il n'y en a pas, il faut rechercher. S'il y a des antécédents personnels, est-ce que ce n'est pas un enfant qui avait éventuellement souffert de pathologie cérébrale et secondaire qui devient secondaire à une scoliose neuromusculaire, par exemple. Donc, tout ça, c'est à demander et à noter au cours de cet examen. Et il faut aussi rechercher, est-ce que nous sommes en face d'une scoliose idiopathique ou c'est une scoliose qui est secondaire à une pathologie organique? C'est-à-dire, il faut rechercher les signes fonctionnels chez l'enfant. Et il faut retenir qu'à ce niveau, lorsque la scoliose n'est pas douloureuse, alors elle est idiopathique. Lorsque vous avez une scoliose qui est raide et douloureuse, alors ça doit faire rechercher une cause organique. Là, ce n'est pas idiopathique. Et ces causes organiques peuvent être un traumatisme ou une fracture, une lysismique, une spondylolisthésis, une tumeur vertébrale. En l'occurrence, l'ostéome ostéoïde, qui est la tumeur vertébrale la plus fréquente, la tumeur vertébrale bénigne la plus fréquente chez l'enfant, ou bien c'est le sarcome de Ewing, qui est la tumeur vertébrale maligne la plus fréquente chez l'enfant, bon, bien sûr devant le lymphome et les ostéosarcomes. Il faut aussi, ça peut permettre aussi de rechercher toute affection comme les neurinomes et les syringomyélies qui peuvent être secondaires, qui peuvent représenter des pathologies secondaires à cette scoliose-là. Donc, quand on n'a pas de douleur, c'est idiopathique. S'il y a des douleurs, on cherche tout ce que je viens de citer et pour savoir si ce n'est pas eux qui sont à la base de cette scoliose. C'est ça ce qui est écrit
en rouge souligné pour mieux l'ancrer. Si la scoliose n'est ni raide ni douloureuse, alors elle est idiopathique. Toujours dans la partie de l'examen physique, nous avons déjà, si vous êtes dans un centre où les enfants sont suivis pour une scoliose, comme chez nous à l'hôpital militaire, alors il va falloir avoir un recueil de données, un protocole précis et dans lequel vous mettez l'enfant, vous l'enregistrez et cela permettra à comparer les données du début de sa consultation aux données qui vont venir après. Parce qu'il y aura des suivis, donc il faut l'enregistrer dans ce avec un truc qui est précis, un protocole qu'il faut suivre. Il faut apprécier la déformation dans les 3 dimensions. Dans le plan frontal, il faut voir, il faut mettre un fil à plomb. C'est un fil, j'ai pas ça ici, ils appellent ça fil à plomb. On place le fil à plomb au niveau de l'apophyse épineuse de C7 et on glisse là jusqu'au pli fessier, ce que je montre là. Et vous voyez ici, il y a une déformation à droite là, ce que je montre là. Vous voyez? Donc, on recherche aussi chez l'enfant une asymétrie des triangles de la taille. C'est ça ici. Si vous voyez ma souris, les triangles de la taille et qui se retrouve au niveau qui fait comme si le pli cutané de la taille est refoulé vers le côté scoliotique. Toujours dans ce plan dimensionnel, il faut rechercher au niveau du plan sagittal, il faut toujours mettre le fil à plomb et à ce niveau, en T6, le fil doit s'accoler au dos et au niveau du sacrum. On a évidemment au niveau de L3 une flèche sagittale qui s'étend sur 3 cm environ. Alors, à ce niveau, faites attention aux lordoses globales du dos qui sont prédisposés ou qui sont connus comme de mauvais pronostics. Concernant les examens neurologiques, il n'y a pas grand-chose chez les enfants, chez ces enfants et adolescents scoliotiques. Pas grand-chose. Il faut juste insister sur les réflexes ostéotendineux des 4 membres, les réflexes cutano-abdominaux. Il faut insister sur le syndrome pyramidal. Il faut les rechercher. Bon, toute anomalie neurologique chez un patient scoliotique doit faire douter du caractère idiopathique de la scoliose. Si, entre-temps, les douleurs, l'examen physique ne vous a pas fait retrouver ou bien ne vous a pas permis de faire le distinguo, est-ce que c'est idiopathique ou c'est secondaire à une autre pathologie organique, alors ici, au niveau de l'examen neurologique, lorsqu'il y a une anomalie neurologique, alors là, il n'y a rien à faire. Vous n'avez pas affaire à une scoliose idiopathique. C'est une scoliose qui est secondaire à une pathologie organique. Et à ce niveau, évidemment, il faut aller faire une IRM. Directement, d'emblée, on demande une IRM. Donc, patient qui vient consulter scoliose, on les amène à l'examen neurologique. Il y a une anomalie neurologique, demandez l'IRM. On dit que ce n'est pas une scoliose idiopathique. Alors, de là, nous allons bondir sur les examens complémentaires, bien sûr, en disant que l'examen, le Golden Standard, c'est la radiographie du rachis entier. Il faut demander la radiographie du rachis entier, de face et de profil. Insister ou écrire sur le banc que vous voulez que ce soit du conduit auditif aux têtes fémorales. Et vous allez voir que la première diapositive que j'ai montrée par rapport à la patiente que j'ai voulu passer en premier, c'est une radiographie du rachis entier qui partait du conduit auditif vers les têtes fémorales. Pourquoi? Parce que cela permet une évaluation de l'âge osseux, cela permet de confirmer le diagnostic, cela permet de mesurer et de surveiller la scoliose, de rechercher les indices d'évolutibilité. Cela permet de rechercher les formes secondaires. Qu'est-ce que nous avons? Le patient fait cette radiographie dont nous parlons. Ça, c'est un dessin pour schématiser un peu la chose. Le résultat que le radiologue va envoyer, il faut que nous arrivions à comprendre son langage.
Lui, il nous parlera d'angle de courbe. C'est quoi l'angle de courbe? Ce n'est rien d'autre que l'angle formé par le prolongement des droites des lignes qui vont parcourir le plateau supérieur de la vertèbre sous-jacente à la courbure et le plateau inférieur de la vertèbre sous-jacente à la courbure. Donc, on prend ces deux lignes-là, on les trace, et l'angle que ça fait, c'est ça qui est appelé l'angle de courbe. Il y a aussi d'autres indices, comme le signe de Ricet. Le signe de Ricet, lui, s'intéresse beaucoup plus à la maturation, c'est-à-dire à la croissance de l'enfant. Je pense que cette présentation est née de la question ou de la discussion du docteur Khatib qui parlait de la fixation, l'ossosynthèse chez les enfants. Quand ils grandissent, comment ça se passe et comment on fait. C'est l'idée qui est là, c'est là qu'il est né, je pense bien. Donc, ici, on revient à ça encore, c'est-à-dire quand est-ce que nous pouvons savoir que l'enfant a fini de grandir, la maturation osseuse. L'âge, c'est-à-dire, parce que l'âge civil administratif, ce n'est pas la même chose que l'âge osseux. Donc, le signe de Ricet nous permet de dire oui, cet enfant, il a fini de grandir. C'est-à-dire quoi? Il y a Ricet 1, Ricet 2, Ricet 3, Ricet 4, Ricet 5. Le Ricet 1, c'est lorsque vous faites votre cliché et vous voyez qu'il y a cette ossification au-dessus de la crête iliaque qui occupe uniquement le tiers externe de la crête iliaque. Lorsque l'ossification s'étend au niveau du tiers moyen, on parle de Ricet 2. Lorsque l'ossification s'étend au niveau du tiers interne, on parle de Ricet 3. Et lorsque l'ossification n'est pas entrecoupée et c'est une ossification complète en ligne directe qui couvre toute la surface de la crête iliaque, on parle de Ricet 4. Et lorsque cette ossification qui couvre toute la face de la crête iliaque forme une condensation avec l'os iliaque, comme vous le voyez sur cette figure que je montre, alors on parle de Ricet 5. Et c'est à ce niveau de Ricet 5 que l'enfant finit de grandir. À ce niveau, on peut dire oui, si on lui met un matériel, il ne grandira plus. Et voilà, on est sûr qu'il y a la maturation osseuse. La diapo ne bouge plus. Voilà. Donc, toujours au niveau des examens complémentaires, il faut rechercher au niveau de ça que le radiologue nous envoie, il faut rechercher au niveau de ces radiographies-là s'il n'y a pas d'autres lésions associées, d'autres lésions, bien sûr, lésions osseuses associées. Donc, il faut rechercher au niveau de la charnière lombo-sacrée, s'il n'y a pas une lysismique, s'il n'y a pas une spondylolisthésis. C'est souvent, la spondylolisthésis, c'est souvent au niveau lombaire. Donc, voilà. Donc, s'il n'y a pas une anomalie transitionnelle lombo-sacrée, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas un S1 qui s'est lombalisé ou bien un L5 qui s'est sacralisé. Donc, il faut vérifier tout ça là sur le cliché. Tout ça. Le radiologue peut ne pas l'écrire, mais il faut vérifier ça. C'est très important pour la prise en charge. Il faut vérifier aussi au niveau occipito-cervical s'il n'y a pas une impression basilaire. Et toute anomalie que vous découvrez doit faire poursuivre d'autres investigations, évidemment. Alors, le scanner, on a parlé de la radiographie, le scanner a très peu d'indications au niveau de la scoliose. L'IRM, bon, oui, l'IRM n'est pas un examen systématique devant une scoliose idiopathique, mais l'IRM rentre en jeu lorsque nous quittons les rayons de la scoliose idiopathique et nous rentrons dans la partie de la scoliose secondaire, avec une courbure raide et douloureuse. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça. Donc, si c'est idiopathique, on n'a pas besoin de l'IRM. Même pour opérer le patient, c'est nécessaire d'avoir l'IRM. Avec la radiographie standard seule, on peut y aller. Mais s'il y a une douleur au niveau de la courbure, alors on doit faire l'IRM pour chercher une pathologie tumorale, infectieuse et tout. Alors, donc vous convenez avec moi qu'à ce niveau, nous sommes d'accord que scoliose,
on fait la radiographie du rachis. D'abord, on a fait l'examen physique, on a suspecté le diagnostic, on a vu les courbures, on fait la radiographie standard du rachis entier, face et profil. On a un résultat qui montre déjà une mesure de l'angle de courbe qui est là. Nous avons notre diagnostic qui est confirmé de scoliose. Je vais parler de quelques formes topographiques. Ici, nous avons la forme thoracique. Vous voyez au niveau thoracique de la courbure qui est là, 52 degrés. Nous avons la forme en B, la forme thoraco-lombaire. Thoraco-lombaire. Et en C, nous avons la forme lombaire uniquement. Donc, c'est juste pour montrer. Toujours la forme spécifique, nous avons la forme thoracique et lombaire, c'est-à-dire les formes combinées, thoracique et lombaire, exactement comme la personne que j'ai montrée au début de cette présentation. Et ici, nous avons une forme double thoracique. Au niveau des 12 vertèbres du rachis thoracique, il y a une courbure en S, une forme double thoracique. Alors, la prise en charge. Le traitement de la scoliose se repose sur la surveillance, la rééducation, traitement orthopédique et le traitement chirurgical. De façon globale, avant de commencer ces 4 points, surveillance, rééducation, traitement orthopédique et chirurgical, il faut comprendre que généralement, les patients qu'on prend en charge de scoliose, il faut les passer à un contrôle régulier et radiologique tous les 4 à 6 mois. Il y a des centres qui convoquent le patient à le revoir chaque 4 mois avec un cliché de contrôle. Et bon, il y a des centres qui font ça chaque 6 mois, donc 4 à 6 mois, ça dépend. Et aussi dépend des patients aussi. Hein. Donc, il faut passer à l'éducation thérapeutique, il faut s'entretenir avec la famille, c'est les enfants, c'est les adolescents, voilà, donc il faut parler avec la famille, de quoi il s'agit, il faut bien expliquer. Il faut mettre l'enfant dans un système de kinésithérapie, demander une séance par semaine et insister à ce que la kiné lui apprenne l'auto-rééducation. Parce qu'il n'aura pas tout le temps à aller voir la kiné, c'est très important. Et encourager l'enfant à faire le sport. On a déjà eu des cas où des collègues praticiens ont donné des exemptions aux enfants scoliotiques. Non, il faut encourager l'enfant à faire le sport et voir avec lui quel sport il doit faire. Le traitement orthopédique repose sur, tout à l'heure on a cité les traitements ici, donc le traitement orthopédique repose sur la réalisation d'un corset correcteur qui est fait sur mesure. Donc, il y a des centres qui sont agréés, ça vous appelez, vous avez l'enfant, ils vont prendre la mesure et ils vont lui faire son corset. La fréquence de pas de corset, bon, l'angulation est importante ici. Si l'angulation n'est pas importante, il peut porter son corset 12 heures sur 24. Ou on peut ceux qui portent le corset 23 heures sur 24 heures. Pourquoi 23 heures sur 24 heures? Parce qu'on considère que l'enfant peut vouloir prendre une douche ou bien peut vouloir respirer un peu. Donc, le traitement orthopédique est instauré lorsque nous avons une angulation de 15 à 20 degrés. Déjà, de 15 à 20 degrés, il faut penser à faire ce traitement orthopédique-là. La surveillance et la rééducation sont toujours indiquées chez les scoliotiques. En cas de scoliose, surveillance et rééducation, c'est négociable. L'évolutivité de la courbure est toujours en fonction de la situation longitudinale du rachis, c'est-à-dire que avoir une courbure au niveau thoracique n'a pas le même impact qu'une courbure au niveau lombaire. Ce qui fait qu'à angle de courbe égaux, les différentes courbures sont à gravité variable. Les indications chirurgicales sont d'ordre esthétique et fonctionnel puisque très souvent, ce sont des enfants qu'on corrige avec le traitement orthopédique. Le principe de traitement, c'est connu, la chirurgie, c'est connu. Il faut effectuer une correction de la courbure, les 3 plans avec instrumentation, la fusion, l'ossosynthèse et tout ce qui est fait, tout ce qui l'entoure. Et cette chirurgie peut s'effectuer par abord antérieur et ou par voie postérieure aussi. Alors, quand est-ce qu'il faut les opérer? En thoracique et en lombaire, lorsque nous avons les courbures lombaires qui sont
au-delà ou qui sont plus ou moins en 5 degrés, il faut aller opérer. Parce que les courbures lombaires sont très mal supportées. Alors que les courbures thoraciques sont bien supportées jusqu'à 40, 50, 45, 50 degrés par les patients. Donc, quand c'est une courbure, une courbure qui est au niveau thoracique, alors il faut attendre, il ne faut pas se précipiter. 40 degrés, 45 degrés, le patient, il peut supporter. Parce qu'il y a la cage thoracique qui est là et qui joue un rôle de stabilité. Particulièrement au niveau lombaire où il n'y a pas cette réalité anatomique de cage thoracique. Alors au niveau lombaire, bien que la courbure ne gêne pas trop sur le plan esthétique parce que c'est un lombaire, mais c'est très mal supporté à partir de 35 degrés, ça devient chirurgical. Je vais montrer ici, voilà, et le patient que j'ai montré au début avec les deux voussures, nous avons pris en charge et voilà une grande correction de sa scoliose. Alors, quelques spécificités par rapport à la scoliose. Il y a la scoliose évolutive. Donc, quand nous parlons quand nous disons qu'une scoliose est évolutive, c'est lorsque nous avons une augmentation du degré de courbe de plus de 5 degrés. Durant une durée de 6 mois. Si on le suit chaque 6 mois et il revient 6 mois après, on voit qu'il y a une augmentation de la courbe de plus de 5 degrés. Là, on peut dire que cette scoliose ne se corrige pas avec notre traitement orthopédique et ça devient évolutif. Il y a ce qui est appelé les affections de longue durée, les ALD. Quand on parle de ALD numéro 26, ce sont les affections de longue durée, ce sont les scolioses qui sont considérées comme des affections de longue durée. Et à partir de 30 degrés, on peut dire que c'est évolutif. Ou c'est d'emblée 15 degrés, c'est aussi évolutif. Je l'ai dit tout à l'heure, traitement, si c'est évolutif, on passe à un traitement chirurgical parce que là, il y a échec du traitement orthopédique où l'évolutivité est compliquée par une angulation sévère. Nous passons aux scolioses infantiles. Là, c'est une scoliose qui apparaît chez les enfants à partir de l'âge de 3 ans. Et dans la plupart des cas, c'est les scolioses idiopathiques et regresse spontanément dans la majorité des cas. On n'a rien à faire, ça regresse spontanément. On suivait juste l'enfant, on le suit. Et ces scolioses peuvent évoluer de façon bénigne entre 4 et 10 ans. Et le danger, c'est la partie de la puberté. C'est là que ça s'aggrave. Ces scolioses appelées scolioses infantiles, qu'on diagnostique à partir de 3 ans, peuvent devenir malignes lorsque nous notons une évolution rapide tout au long de la croissance. Nous avons les scolioses juvéniles, il y a 1 et 2 et il y a aussi le 3. Donc, les scolioses juvéniles 1 et 2, c'est les scolioses qu'on diagnostique chez l'enfant de 4 ans et 11 ans, entre 4 ans et 11 ans. Et ceci nécessite un traitement orthopédique dès que nous notons qu'il y a une évolution. Tout d'abord, on peut mettre un traitement si l'enfant a des douleurs et tout, mais une scoliose juvénile, directement, traitement orthopédique. Et les corsets qui sont utilisés doivent être des corsets qui ont peu de contraintes, ont très moins de contraintes sur la cage thoracique parce que ce sont des enfants qui sont en pleine croissance. Pas faire des corsets. Il y a des corsets qu'ils appellent corsets à 5 appuis. C'est ça qui est recommandé, mais pas des corsets qui ont beaucoup plus de contraintes sur la cage thoracique. Voilà, je parle de scoliose juvénile 1 et le 3. Le 3, c'est une scoliose qui est découverte en début de puberté. À ce niveau, vous êtes d'accord que le risque d'évolution évolutive est très important. Il faut pour ces patients une surveillance stricte. Des fois, on les revoit tous les 3 mois. On demande une radiographie tous les 3 mois pour les suivre en début de puberté. Et le traitement orthopédique est de mise dès que nous avons une angulation de plus de 20 degrés. Et lorsque
l'angulation dépasse 30 degrés, on parle alors d'une scoliose évolutive d'emblée et on lui propose un traitement. Alors, en conclusion, nous pouvons dire que la déformation rachidienne de l'enfant doit être diagnostiquée par le médecin traitant bien avant la puberté. L'examen de dos penché en avant corrige une attitude scoliotique contrairement à une scoliose. Le risque évolutif maximal est situé au tout début de la puberté et une scoliose douloureuse n'est jamais idiopathique. La chirurgie est réservée aux courbures de plus de 30 degrés lombaires et aux courbures de plus de 30 degrés thoraciques. Merci beaucoup, chers collègues, pour votre aimable attention. Voici les références que nous avons utilisées pour préparer le travail. Je vous invite à les fouiller un peu. C'est des papiers qui sont très riches. Des fois, vous n'avez même pas envie de les laisser quand vous commencez par les lire. C'est très bien, c'est très riche comme document sur la scoliose. OK, merci bien. Merci à vous pour votre attention. Bah, merci beaucoup, Dr. Hugues, pour ta présentation riche, bien claire, bien présentée. Hein. Les diapos sont super cool, l'information hier. Moi, j'ai appris beaucoup de choses et tout. Donc, je passe la parole, en fait, à nos collègues qui souhaiteraient dire un mot, poser des questions. Voilà, et puis bon, après, moi, j'ai aussi une question, c'est que, pas probablement en fait, d'un commentaire, c'est surtout qu'il faut avoir à l'esprit que ces enfants dans nos contextes, dans nos contextes en Afrique, lorsque la scoliose n'est pas idiopathique, il faut vraiment penser, comment dirais-je, en premier lieu, en fait, au mal de pote, parce que les enfants, ils ont un rachis qui est en train de, enfin, qui est en pleine croissance, donc souvent, en fait, facilement, en fait, le bacille est très agressif envers le rachis des enfants, donc l'évolution, souvent, en fait, en général, même la raison pour laquelle les enfants, la maman amène l'enfant, c'est lorsqu'il y a une déformation du rachis. Donc, la plupart du temps, c'est surtout cette déformation du rachis qui fait partie des premiers, comment dirais-je, signes cliniques ou motifs de consultation, je vais dire, voilà. Surtout pour le mal de pote. Et puis après, ça suit en fait tout ce qui est tumoral, comme tu l'as dit. Mais dans nos contextes, en milieu tropical, il faut surtout penser en fait à la spondylodicite, tuberculose. Merci. Merci. On écoute encore les autres, s'ils ont des commentaires, des questions, des apports et tout. Ah oui, oui, bien sûr. Après, moi, j'avais un truc là. Il y a Arsène qui est là, il y a Canitez. En fait, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu as pu faire la part entre est-ce que tu dissocies en fait les scolioses congénitales des scolioses idiopathiques ou pas? Ah, pardon, Astelle est en train de parler. Excuse-moi, vas-y. Ouais, mais bon, moi, j'avais juste une question, bon, où je souhaiterais plus d'éclaircissement par rapport à la mesure de l'angle de Cobb, Ouais. mais aussi dans la présentation, Dr. Higa a parlé des différents indices d'évolutivité que j'aimerais qu'il puisse un peu nous éclairer par rapport à ces différents paramètres qu'on doit suivre pour voir si le traitement il a été efficace et comment c'est censé évoluer et à quel rythme. Bon, l'angle de Cobb, lorsque vous avez, je vais prendre une image pour montrer. Je prends ici par exemple, voilà. Lorsque vous avez, bon, d'abord c'est déjà mesuré par le radiologue s'il fait bien son travail pour commencer. Nous devons avoir connaissance de cela, pouvoir mesurer nous-mêmes si nous voulons aussi, s'il ne le fait pas. L'angle de Cobb, c'est l'angle, en fait, il y a la courbure qui est là. D'accord? Et cette courbure
a commencé quelque part et fini quelque part. Donc, nous prenons le plateau supérieur de la vertèbre à partir de laquelle commence la courbure. On trace une ligne à ce niveau et après, nous prenons le plateau inférieur de la vertèbre inférieure par laquelle finit la courbure et nous traçons une ligne à ce niveau. Alors, on joint cette ligne-là et nous avons notre angle de courbe. Voilà. Avec la vertèbre la plus, avec le sommet qui est là. Donc, voilà ici. Voilà. Donc, En fait, le plateau inférieur. D'accord, c'est bon? Va passer par... non, mais plutôt si vous pouvez revenir à la diapositive que vous venez de présenter. En fait, si par exemple, si tu n'as pas en fait, qu'on appelle une console directe où tu peux le faire, c'est quelque chose que tu peux même reproduire sur un cliché standard. Oui, avec une règle, on peut le faire ça sur un cliché standard. Un équerre et puis on le fait tout le temps. Une règle et puis un rapporteur. Et tu mesures ton angle, quoi. Maintenant, si tu as les consoles et tout, tu peux le faire directement sur la console. Exactement. En fait, l'idée, c'est de voir si, en fait, tu as un ancrage, enfin, si ton degré, en fait, augmente ou pas. Parce que l'idée, c'est que tu puisses déjà, tu puisses éviter que ça s'aggrave. Parce que plus, en fait, l'angle de Cobbs augmente, plus la gêne, plus tu auras de la gêne pour ton malade sera beaucoup plus gêné, quoi. Évolutif, je comprends. Une fois que tu as mis ton cancer ou tout ce que tu as fait comme traitement, il faut éventuellement essayer de, même quand tu traites chirurgicalement, toutes les l'angle de Cobbs que tu mesures, pour voir si tu as obtenu un redressement et tout. Après, voilà, l'idée, c'est de retrouver l'extrémité, en fait, pour commencer l'angulation. Ouais, un peu ça. Un peu ça, ouais. Bon, docteur Daniel. C'est bon? Allô? Oui, docteur Mourgon, c'était un peu par rapport à l'image qui a été présentée, par rapport aux lignes qui passent par la limite supérieure, la limite inférieure. Pour moi, je pensais plutôt que c'est la perpendiculaire qui passe par les deux lignes. Lorsque l'on s'est croisés, ils vont former un angle et c'est cet angle-là qu'on va mesurer pour déterminer l'angle de courbe. Bon, je crois que c'est une des images qu'il a présentées. Effectivement, c'est tel que c'était présenté au fait. Voilà, c'était juste un peu ça la précision parce que quand on voit l'image et tout, donc l'interprétation, bon, certains n'arrivent pas à appréhender directement comment on arrive à trouver cet angle-là. Voilà pourquoi j'aurais souhaité que le docteur revienne un peu sur ça. Mais sur les clichés, il a présenté une diapositive où il y a un cliché où on parle de la consommation diagnostique. Voilà, là, c'est très clair. Donc, la deuxième question, c'était par rapport aux différents indices d'évolutivité, voilà. L'indice d'évolutivité, c'est par rapport aux catégories d'âge. D'accord? C'est par rapport aux catégories d'âge, comme je l'ai montré tout à l'heure. Donc, l'enfant, bon, par exemple ici, à l'âge de 3 ans, l'évolution, c'est par rapport au suivi de l'enfant. L'enfant qui a 3 ans, si on pose le diagnostic d'une scoliose, par exemple, il ne faut pas se précipiter pour dire qu'on veut l'opérer ou bien qu'on veut. Non, il faut juste le suivre. Les enfants ceux qui regressent spontanément. Donc, on parle de 3 ans, on va arriver à ceux qui sont âgés de entre 11 ans, je pense, 4 ans et 11 ans, voilà. Donc, à ce niveau, on va préciser que c'est un traitement orthopédique. On leur met un corset, on suit l'évolution. Si c'est un niveau de la puberté, c'est là qu'il y a des problèmes parce que l'évolution est plus rapide à ce niveau.
Quand ils ont l'âge, quand ils sont en pleine puberté, la croissance n'est pas la même que quand ils ont 4 ans et 11 ans et tout. Donc, il faut être plus rapide à ce niveau. Et là, il faut être vigilant pour, pour savoir quand passer à la chirurgie. C'est-à-dire, bon, on fait un traitement orthopédique, mais lorsque l'évolution de l'angle de courbure passe à 20 degrés, là, il faut aller opérer. Et si c'est d'emblée à 30 degrés, il faut penser à opérer cet enfant. C'est ça, hein, c'est l'évolution que j'ai présentée, c'est ça. C'est bon? Oui, merci beaucoup. Non, bon, c'est ce que nous faisons dans la pratique. Je voulais prendre la photo de notre fiche. Je n'ai pas la photo de la fiche. On a une fiche là, fiche qu'on utilise pour renseigner, pour enregistrer ces enfants, pour en faire une base de données. Donc, on est souvent 3 à consulter au même moment. N'importe qui reçoit une scoliose, et il sait qu'on va faire, il sait à qui l'envoyer, il faut remplir comme fiche et tout, pour que le patient puisse rentrer dans la base de données. Donc, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je regarde ici, j'étais un peu perturbé, ce qui m'a fait un peu mal. Je n'ai pas bien suivi vers la fin là-bas, mais au début, quelque part, vous aviez parlé de, je pense, c'est au niveau de l'examen physique, non? Vous avez dit qu'il faut, au niveau de la mesure de la taille, Oui. il faut mesurer la taille debout et puis enfin, position assise, on mesure la taille du tronc. J'aimerais savoir, c'est enfin, le but. Ce sont les enfants qui sont en pleine croissance, donc on mesure la taille de la tête aux pieds, comme on le fait d'habitude, on mesure la taille, mais ici ce qui est spécifique, c'est de faire asseoir l'enfant et mesurer la taille du tronc. La taille du tronc, c'est-à-dire de la nuque, c'est-à-dire de C7. De C7, c'est pas la nuque, nous prenons au niveau de C7, c'est un peu au-dessus de la ligne supérieure du scapula, C7, et de C7 jusqu'au pli fessier. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est ça un enfant qui est en pleine croissance, il grandit. Au niveau osseux, il y a plusieurs structures osseuses qui sont en pleine croissance. Ce n'est pas seulement le rachis qui fait grandir l'enfant. Nous sommes d'accord. Il y a d'autres os longs, il y a tout. L'enfant peut grandir en taille sans pour autant trop grandir et augmenter la taille du rachis. Comme il peut augmenter la taille du rachis sans pour autant bouger au niveau de ses membres. Donc voilà. Il urge à ce niveau-là de mesurer, à part sa taille normale, supposons que l'enfant fait 1m10 ou 98 cm comme taille. Il faut mesurer celui du rachis et chaque fois faire la même chose. La taille normale et celui du rachis, de C7 jusqu'au niveau du pli fessier. Comparer cela aux autres rendez-vous pour avoir une idée de l'évolution. Il y a même une courbe qu'on trace à la fin. Il y a une courbe de taille de l'enfant, taille du dos, comparée avec la taille de l'enfant et tout. Voilà. Donc, la question, c'est comment mesurer que tu aimerais savoir bien pourquoi on mesure. C'est pourquoi on mesure que j'aimerais plutôt savoir. C'est ça. C'est pour suivre l'évolution de l'enfant. C'est pour suivre l'évolution, puisque on ne peut qu'apprécier la taille du rachis en mesurant la taille du torse, en mesurant cela.
Les enfants qui sont en pleine croissance, donc, tu peux mesurer la taille du rachis aujourd'hui et voir qu'après 6 mois, il y a 2-3 cm qui ont augmenté. Après 2 ans, ça va passer à 13 cm de plus, même 20 cm de plus, c'est ça. Ok. En fait, moi, j'ai juste en fait un commentaire. C'est qu'en fait, il faut pas oublier aussi d'avoir à l'esprit que on n'a pas que les scolioses idiopathiques et non idiopathiques, il y a aussi les scolioses congénitales hein, qui constituent quand même 30% des scolioses. Et souvent, c'est dû en fait aux malformations vertébrales congénitales des hémivertèbres et tout ça. Donc, c'est purement en fait malformatif en fait. E égale en fait du type idiopathique et non idiopathique en fait. Maintenant, après, peut-être qu'on peut les inclure dans le Ils sont inclus dans l'idiopathique. Dans la littérature, ils ont mis tout ce qui est scoliose qui n'est pas douloureux. Ouais. C'est inclus dans l'idiopathique. Mais même si c'est congénital et que ça cause de la douleur, ce n'est plus idiopathique. Ils ont fait 2 groupes. Soit c'est non douloureux et c'est idiopathique, ou c'est douloureux, on cherche la raison ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, là, la notion, en fait, c'est-à-dire soit c'est idiopathique ou soit c'est non idiopathique. Et ça, c'est ce qu'ils ont mis. J'ai fait des fouilles. Ils ont placé, ce qui fait qu'il y a des scolioses congénitales qui sont idiopathiques, mais il y a des scolioses congénitales qui ne sont pas idiopathiques. Mm-hmm. Voilà. Ok, ça marche. Bah, je pense que... Oui, bonsoir. Ah oui. Hey, bonsoir. Oui, bonsoir, docteur. Bonsoir, docteur Nouro. Oui, salut. Apparemment, toi, tu as des gardes. Moi, je suis d'astreinte, donc je suis chez moi dans mon cabinet. Bon, moi-même, je suis d'astreinte, mais depuis le matin, il y avait un patient, donc c'est lui qui m'a retenu. Je ne suis pas encore entré. Ah oui, c'est vrai que chez toi, il fait le jour. Il fait jour, en fait, ouais. Oui, il fait jour. Il est 17h57 chez moi. Oui. Bon, je voulais intervenir d'abord par rapport à l'angle de Cobbs. Je remercie d'ailleurs le docteur Hugues qui a vraiment tenu à la présentation. On avait dit le dimanche passé que ça serait une surprise et malgré les occupations, il a tenu quand même à faire la présentation et c'est vraiment à son actif et à l'actif de tous. Nous avons tous tout fait pour être en ligne. C'est vraiment important. Ça témoigne de l'importance que nous tenons tous au groupe surtout et à nos activités dans le groupe. Je le remercie encore pour ça. Maintenant, par rapport à l'angle de Cobbs, il arrive parfois qu'on calcule aussi l'angle de Cobbs au niveau local. C'est-à-dire, ce qu'il a montré, c'est beaucoup plus l'angle de Cobbs au niveau régional. Mais là où la cyphose est beaucoup plus prononcée, je dis la cyphose, la scoliose est beaucoup plus prononcée, on calcule aussi l'angle là et on parle de l'angle au niveau local. Puisque si on doit prendre en charge cela, il faut prendre en charge à un niveau où c'est beaucoup plus prononcé. Donc, le niveau où la prise en charge doit être effectuée, on calcule aussi l'angle et c'est en fonction de l'angle qu'on sait quelle technique utiliser et comment faire surtout là-bas. J'ai eu à suivre en fait une présentation où ils avaient abordé un peu les scolioses, mais c'était beaucoup plus sur des patients adultes, donc beaucoup plus des scolioses dégénératives. Et c'était les techniques utilisées. Maintenant, en dehors de ça, la classification que vous aviez donnée tient compte que de l'étiologie, à mon avis. Est-ce qu'il existe des classifications qui témoignent beaucoup plus de la gravité? C'est-à-dire, par exemple, quand on a un angle inférieur à tel, ou bien en fonction de la localisation, est-ce qu'il y a des critères de gravité, des classifications, ou peut-être des classifications en grade? Je ne sais pas. Je n'ai pas eu ça quand même, mais je tiens à demander s'il en existe. Et par rapport à la prise en charge, est-ce qu'il existe des abacs pour dire, voilà, lorsque vous avez tel degré, même pour la chirurgie, voilà, c'est comme ça, il faut faire. Par exemple, si on prend au niveau du rachis,
on sait qu'il y a des classifications qui nous disent, mais dans ce cas, vous pouvez faire une dichotomie, mettre de cage, des trucs comme ça. Mais au niveau de l'ostéotomie aussi, dans ces cas, est-ce qu'il y a des abats qui doivent nous guider pour la prise en charge? Merci. D'abord, par rapport à la classification, on n'a pas retrouvé la classification faite par rapport à l'angle de courbure. Ce qui a été fait par rapport à l'angle de courbure, c'est ça que j'ai montré tout à l'heure. Lorsque on a l'angle de courbure qui fait tout de 30 degrés et qu'on est en lombaire, alors il faut aller opérer. Parce que là, l'angle de courbure de 30 degrés en lombaire, ça devient gênant. Ça devient gênant et le patient va présenter toutes sortes de symptomatologie. Il faut l'opérer. Donc, bon, là aussi, on peut prendre ça comme une classification aussi. En fait, je pense que ce qu'il est en train de vouloir dire, c'est du genre, par rapport en fait, à la courbure, tu peux classer en fait la scoliose en scoliose, c'est pas bénigne. Bénigne, oui, c'est ça. Donc, c'est ça que je veux dire que ce que moi j'ai trouvé, c'est ça. Et ce que nous faisons aussi, s'il n'y a pas la bénignité ou la malignité de la scoliose se définit dans son évolution. C'est-à-dire une scoliose qui évolue rapidement, c'est une scoliose qui peut être dite maligne. Ouais. Une scoliose qui évolue rapidement, c'est une scoliose qui peut être dite maligne. Et très souvent, c'est des scolioses qui ont quelque chose en sous-jacent. Il y a quelque chose il y a autre pathologie, soit c'est congénital, ou bien c'est infectieux, ou bien c'est tumoral. Il y a quelque chose qui est en dessous, il y a autre pathologie, ou bien c'est un lymphome diffus qui, voilà. Donc, la scoliose peut être dit bénigne lorsque c'est une scoliose qui n'évolue pas du tout, ou bien ça évolue très lentement. L'évolution, l'angle de courbure, chaque 6 mois, quand on fait le contrôle, l'angle de courbure est moins de 5 degrés. Un patient que vous faites le contrôle chaque 6 mois et l'angle de courbure qui évolue, c'est de 2 degrés, 3 degrés. Chez lui, on ne parle pas encore d'évolutibilité. On dit que dans la définition, on dit qu'on parle d'une scoliose qui est évolutive lorsque l'angle de courbure évolue évolution est égale ou plus ou égale à 5 degrés. Donc, le patient a 22 degrés au moment où vous l'avez reçu. 6 mois après, on lui fait la radio. On trouve l'angle de courbure qui est à 25. Bon, il n'y a pas une évolutibilité en tant que tel chez ce patient. Si on trouve l'angle de courbure qui est passé à 28, à 30, de 22 à 30, mais là, ce patient il est en train d'évoluer rapidement. Il faut revoir le traitement orthopédique et penser déjà à passer à la chirurgie. Voilà ce qui est décrit dans ce qu'on a fouillé, bon, et ce que nous faisons aussi généralement. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si d'autres ont des apports aussi, peuvent apporter, hein, sinon c'est ce que nous avons retrouvé au niveau de cette pathologie. Allô? Oui, j'ai compris, docteur Hugues. C'est un peu ça. Pas classé, ils ont classé par à quel niveau il faut arriver pour opérer. Puis, quand est-ce qu'il faut dire que c'est une scoliose évolutive? Et après, voilà les enseignements que nous avons. Ou bien s'il y a autre chose, il te fait un peu de temps. Docteur de Sofa, je disais que j'ai dit au début de la présentation que je n'étais pas de garde, au fait. J'ai été appelé pour travailler, pour opérer avec un de mes jeunes qui est de garde. Ah, ok. C'est pourquoi j'ai écrit tout à l'heure pour dire que j'ai fini de rentrer déjà à la maison. Donc, ok. J'ai fini l'intervention et je suis rentré. Bon, je pense qu'il n'y a plus d'autres intervenants, hein, s'il y a un peu d'autres interventions. Je pense que le docteur Kisao est là. Normalement, le dimanche prochain, c'est le tour du docteur Kisao
pour nous faire la présentation sur les tumeurs vertébrales. Je ne sais pas s'il pourra... Oui, ça va, hein, je pourrais être prêt, je pense. Ok, Salut, c'est compris, bravo docteur. pour la présentation, c'était bien. OK. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir été présent malgré le retard de la présentation, indépendamment de notre volonté. Donc, j'arrête d'abord l'enregistrement. Donc, c'est quoi le dimanche prochain? On a quoi? Les tumeurs vertébrales. Vertébrales. OK, ça marche. Bon, s'il y a un peu d'autres préoccupations, merci beaucoup. Merci bien et à tout à l'heure. Merci, docteur. Bonne nuit et bonne soirée à ceux qui sont dans l'après-midi et bonne nuit à ceux qui sont dans la nuit.